Remettre les femmes et les hommes à l'œuvre, c'est-à-dire au cœur des activités de production et de création, c'est l'idée majeure et l'ambition du manifeste des œuvriers, écho notamment des revendications portées par le mouvement Nuit debout en France. Le journaliste Charles Sylvestre, co-auteur de ce manifeste, est notre invité. Bonsoir Charles Sylvestre. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous. Vous avez écrit ce manifeste avec Roland Gori, psychanalyste, et avec le musicien et artiste Bernard Lubat. Ce livre, il est publié aux éditions Actes Sud, mais aussi Les liens qui libèrent. Commençons peut-être par ce qu'on vient d'entendre, l'actualité. On imagine que vous suivez avec attention ce qui se passe avec cette affaire Ferrand, parce qu'il est un proche, un pilier, dit-on aussi, du mouvement qui a placé à l'Élysée aujourd'hui le président Macron. Que vous inspire cette affaire Ferrand ? Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que c'est comme une malice de l'histoire. Parce que tout était parti avec une nouvelle popularité d'un nouveau président de la République, jeune, nouveau, tout le monde a oublié qu'il était ministre de l'économie. Donc il y a un effet de nouveauté, qui a joué même à l'échelle internationale, d'après ce qu'on nous explique. Auprès de Trump, auprès de Poutine et tout le monde est plein d'admiration et tout. Donc c'était une nouvelle ère de l'humanité. Et puis, pas de chance, parce que dans cette nouvelle ère, il y a aussi des traces de l'ère précédente de l'humanité, qui est l'ère des privilégiés de l'argent. Parce que, quand même, l'affaire Ferrand, on peut raconter tout ce qu'on veut, justice ou pas. C'est un homme qui manipule de l'argent, avec les mutuelles de Bretagne, et qui, en même temps, est dans le monde des privilégiés. Donc, il privilégie des gens qui sont proches de lui. Bon, voilà, c'est tout. Ça veut dire que ça continue. Les privilèges, comme on parlait à l'époque de la Révolution française, la caste des privilégiés continue à sévir. Et maintenant, depuis quelques jours, ça se voit. Alors, tout comme François Fillon, il y a quelques mois, Richard Ferrand déclare qu'il est bien entendu présumé innocent. Il déclare également que ce qu'il n'a fait n'est pas illégal. Quel est, selon vous, le malaise en France ? Pourquoi est-ce que quasiment tous les partis ont maille à partir avec la justice aujourd'hui en France ? Je pense que les Français, étant donné qu'ils sont quand même qu'ils sont soumis à ce qu'on appelle l'austéritaire, parce qu'on leur dicte l'austérité, ils ne supportent plus qu'il y ait des gens, si je puis dire, passez-moi l'expression, qui se la coulent douce. Voilà. Donc, qui ont du bien, qui profitent, et qui en profitent mutuellement entre eux. Voilà. Donc, il y a un côté caste, indéniablement, et ça les exaspère, c'est évident. Alors, je précise que vous avez été rédacteur en chef au quotidien communiste français L'Humanité. Vous en êtes d'ailleurs aujourd'hui vice-président des Amis de l'Humanité. Alors, manifeste des œuvriers, le mot interpelle, c'est ce qu'on appelle un néologisme, puisqu'on pense forcément à ouvrier. C'est quoi au juste un œuvrier ? Quelle définition en feriez-vous ? Écoutez, je vais vous surprendre. Je pense qu'il ne faut pas trop se presser de le définir, parce que c'est un mot ouvert. On dit que c'est un mot énigmatique dans le livre. C'est vrai, c'est un mot énigmatique. En fait, c'est un artiste qui a inventé, qui a commencé à prononcer ce mot, c'est Bernard Lubat, qui a eu zeste dans son festival, qui a nul autre pareil, et qui un jour a dit « nous sommes des œuvriers ». Il parlait de sa compagnie de musiciens de jazz. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Qu'œuvriers, eux, ils ont un côté ouvrier parce qu'ils font le boulot, ils font tout. Ils conduisent les camions, ils font la cuisine, ils jouent, et de temps en temps ils jouent avec des grands musiciens américains. Donc ils ont toute la panoplie. Et donc ils ont ce côté prolo, pour parler bêtement comme ça. Et en même temps, ils sont toujours dans le... Lubat dit toujours l'œuvre à l'œuvre. L'œuvre à l'œuvre, ça veut dire que l'œuvre n'est pas faite. Il commence l'œuvre, il travaille l'œuvre, donc l'œuvre à l'œuvre. Ça, je trouve que c'est magnifique, parce que ça veut dire que tout le monde devrait être dans l'œuvre à l'œuvre. Et dites-vous, l'objectif dans ce livre, renouveler la pratique des métiers manuels et intellectuels, du geste le plus simple à l'exercice le plus savant. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance effectivement à cloisonner et à oublier le côté créatif. Oui, et je pense que la nouveauté, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre, c'est que je pense qu'il y a des retrouvailles en cours. Parce qu'avant, les ouvriers étaient cantonnés dans leur catégorie ouvrière, les ingénieurs dans la leur, les artistes dans la leur, les psychothérapeutes étaient dans leur catégorie. Et il se trouve que depuis quelques années, il y a une découverte de toutes ces personnes qui est qu'ils sont quelque part soumis un peu à une pression qui s'exerce partout. Par exemple, les psychanalystes, les éducateurs, les magistrats et même les journalistes, ça je connais, sont soumis désormais à ce qu'on appelle des protocoles, des donneurs d'ordre, à des commandes. Voilà, il faut faire le boulot comme ça et pas autrement. Qui est ce donneur d'ordre ? Qui sont-ils ?
Mais les grands propriétaires des grands moyens de production ou des grandes sociétés qui sont à la commande, qui sont à la tête de ces forces, de ces puissances, et qui désormais, si vous voulez, il y a eu une époque où il y avait quand même de la marge. Même un journaliste, il avait de la marge. Moi, j'ai connu des journalistes, ils étaient sous les ordres de très grands patrons de presse, mais le grand patron de presse avait, je crois, c'était l'époque ça, l'intelligence de leur donner de la corde, comme on dit. Hein. Donc il y avait une certaine liberté d'initiative. Désormais, même en particulier dans la presse, il n'y a qu'à regarder. Bon, c'est clair qu'il y a comme des dictates. Il y a ce qu'on appelle des prescriptions. Il faut faire le boulot comme ça, en tant de temps, à tel prix, et le cas échéant, en plus, il faut se vendre le plus possible. Voilà. Mais c'est dans tous les métiers, ça. Ouais. Vous disiez, on ne va pas se précipiter, justement, on va laisser une ouverture et pas trop définir ce mot. Pour autant, il y a quand même dans ce livre 2 mots qui lui sont accolés, enfin, ouvrier. Ouvrier, l'œuvrier, ça pourrait être, en tous les cas, l'ouvrier, l'étudiant et l'éducateur. Et vous revenez sur notamment mai 68 et la jonction qu'il y avait eu entre étudiants et ouvriers. Oui, oui, c'est vrai. Et qui étaient d'ailleurs des retrouvailles qui n'ont pas toujours duré et où il y a eu quand même aussi des différends. Hein, c'est vrai. Mai 68, c'est pas une idylle. Il ne faut pas se raconter l'histoire. L'an prochain, ce sera les 50 ans de mai 68. Tout le monde va raconter que c'est un grand mythe, une légende et tout. Ça, bon, il va falloir mettre les choses un peu à plat quand même. Hein. Ouais. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les étudiants, moi j'en ai vu pas mal. Il n'y avait pas que ça. Mais il y en avait pas mal à Nuit debout, place de la République à Paris et dans d'autres places donc en France. Ce qui m'a frappé, c'est que, à la différence des étudiants de mai 68, dont on dit qu'ils étaient non seulement révoltés, mais révolutionnaires. Bon, on les traitait de gauchistes et tout. Bon, je ne sais pas, j'ai pas très bien compris ce que ça pouvait vouloir dire. En revanche, aujourd'hui, les étudiants que j'ai vus place de la République, ils sont pas seulement, bon, ils ont des idées, mais ils ne sont pas seulement dans l'idéologie. Ils sont aussi dans la protestation, dans la critique de la société, celle à laquelle ils sont affrontés. Il y a une paupérisation aussi, un rapport vient de sortir en France et déclare une paupérisation des étudiants. Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'ils s'impliquent peut-être plus aussi ? Et il y a, Roland Gori emploie souvent le terme de prolétarisation. C'est-à-dire même dans le travail étudiant aujourd'hui, il y a quelque chose qui est, qui est aussi là, dans l'exécution. Il faut être exécutant. Bon, là, j'entends, la sélection est en train d'arriver. Hein. Ils en parlent, je pense qu'ils vont essayer de la faire. Bon, mais donc, sélection là aussi, de l'entrée à l'université, vous voulez dire hein. L'entrée à l'université. Ouais. Sur la base d'une sélection sur les diplômes antécédents au lycée. Bon, Vous avez été rédacteur en chef, on l'a dit, à l'Humanité. Vous en avez couvert, bien entendu, des mouvements ouvriers. J'ai bien dit mouvements ouvriers parce que le mot a disparu du champ lexical médiatique, notamment, du débat public. On dit d'ailleurs, nous-mêmes ici, mouvement social. Comment l'expliquez-vous ? Mais parce que, comme il a été décrété que la lutte des classes n'existait plus, puisque tout le monde avait intérêt à se retrouver, à se tenir par la main et à se mettre d'accord, ce qu'on appelle le consensuel, quoi. Hein. Bon. Et donc, évidemment, il fallait cacher ce mot d'ouvrier, parce que c'est un mot qui porte, en lui-même, ce mot, il porte un instinct de lutte, bon, de protestation, et de dignité, et de fierté. Bon, et moi, ce qui a été très frappé, parce que j'ai suivi le conflit donc, de PSA, au Citroën à Seine-Saint-Denis, et il y a Françoise Davis qui a fait un film là-dessus qui est très beau. Bon, et à un moment donné, on voit ces ouvriers. Ce sont souvent des Maghrébins d'ailleurs, c'est la Seine-Saint-Denis. Et la direction a envoyé des huissiers pour noter toutes les infractions commises dans le bon ordre de l'usine. Bon, ces ouvriers, ils ont rendu l'usine comme elle était au départ, hein, parce que les ouvriers, ils cassent rien. Bon, et à un moment donné, ces ouvriers, ils interpellent, on les voit, ils lui disent « Madame l'huissière, nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des ouvriers ». Et au même moment, ce qui m'a frappé, c'est qu'à Gémenos, à côté de Marseille, il y a des ouvriers qui normalement étaient jetés de leur usine, qui était une usine Unilever, et qui ont résisté et qui ont construit une société coopérative ouvrière provençale. D'accord ? Bon, ça veut dire que c'est deux résistances ouvrières. L'une, l'usine a fermé à Seine-Saint-Denis, mais l'autre, il y a une coopérative. Le mot ouvrier a retrouvé de la dignité et de la fierté. Mais ça dans le même temps, certains ouvriers le disent clairement, ouvertement aujourd'hui, ils sont soit tentés par le vote Front National, soit ils disent qu'ils votent Front National. Vous, qui êtes à l'Humanité, qu'est-ce que ça vous fait ? Alors, ça, là, du point de vue de la vérité des prix, ce qui est établi désormais par les sociologues, c'est que les ouvriers ne votent pas majoritairement Front National. Ce n'est pas vrai. Le premier parti ouvrier, c'est le parti de l'abstention.
Bon. Et ensuite, effectivement, il y a des ouvriers désespérés, je les ai connus. En Lorraine, ça se voit, hein. Il y a des villes FN maintenant en Lorraine où qui votent, c'est des retraités la plupart du temps qui ont été ouvriers à la sidérurgie. Bon, ce sont des gens désespérés. C'est un malheur, c'est absolument épouvantable. Que des ouvriers votent Front National, ce parti qui est dirigé par des technocrates, par une fille de milliardaire et tout, c'est abominable. Ça donne une idée d'ailleurs de ce qui a pu être abîmé dans la société. Mais quand même, là, le dernier scrutin, par exemple Mélenchon, pour parler de lui, hein, moi je ne fais pas ici de cas particulier, mais dans le vote Mélenchon, il y a eu une remontée du vote ouvrier, comme il y a eu une remontée du vote jeune. Si on croise les deux, on voit bien qu'il y a une nouvelle génération de jeunes ouvriers qui est en train d'évoluer vers la gauche. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. Et on parlera peut-être un jour du vote œuvrier. Merci d'être venu sur ce plateau, Charles Sylvestre. Manifeste des œuvriers, édition Actes Sud, les liens qui libèrent. Merci. Merci.